Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast YouTube. Et ce podcast est consacré à la Tartaria et aux recettes parce qu'on a des informations nouvelles. Mais avant de continuer, je voulais vous rappeler que le vendredi 8 mai 2026, de 18h30 à 23h30, on organise un cours en ligne et en direct sur le lien entre Hollywood, le projet Bluebeam, la révélation contrôlée, la société parallèle et le Volta. Et dans ce cours, on verra que ces sujets sont intimement liés et sont connectés à la nature même de la réalité. Si vous souhaitez vous y inscrire, je mettrai le lien juste en dessous de ce podcast. Venez nombreux parce que c'est vraiment un sujet d'actualité avec la sortie d'un film justement sur la révélation, un film à gros budget sur la révélation qui sortira en juin 2026. Donc c'est vraiment un thème très important et d'actualité. Et vous verrez que la révélation n'est pas ce qu'elle semble être. Donc le dimanche 10 mai 2026 de 13h à 18h, on organise une visite guidée conférence à Paris sur la thématique du secret derrière les sociétés secrètes ou la face secrète des sociétés secrètes. Parce que derrière la face exotérique des sociétés secrètes, il y a toute une face ésotérique qui est extrêmement peu connue. Et ce est vraiment par le biais du symbolisme, par le biais même des constructions, on voit que la trace de ces sociétés secrètes, on la retrouve partout. Donc, c'est vraiment intéressant d'aller voir sur le terrain tout le symbolisme, toute la connexion avec les sociétés secrètes. Et même dans le symbolisme, dans les constructions, les sociétés secrètes cachaient justement des connaissances sur la nature de la réalité et sur qui contrôle cette réalité et ces sociétés secrètes. Donc, si cela vous intéresse, le lieu de rendez-vous pour cette visite guidée conférence est le dimanche 10 mai 2026 à 13h devant la porte Saint-Denis. La porte Saint-Denis, c'est une arche qui est située dans le 10e arrondissement de Paris, entre la rue Saint-Denis et la rue du Faubourg Saint-Denis. Le métro pour y accéder est le métro Strasbourg-Saint-Denis, ligne 8, ligne 9 et ligne 4. Donc on sera juste en dessous de l'arche de la porte Saint-Denis, entre la rue Saint-Denis et la rue du Faubourg Saint-Denis. Venez nombreux parce qu'il y aura de nombreuses informations inédites et nouvelles dans cette visite guidée conférence et on découvrira vraiment tout un symbolisme lié à ces sociétés secrètes. Donc, sachez également que le mercredi 13 mai 2026, de 18h à 22h, on organise une conférence en ligne et en direct spéciale sur la grande illusion ou le grand cirque. Autrement dit, on décortiquera l'illusion de la réalité du niveau des cinq sens au niveau spirituel. On verra qu'on est vraiment dans le monde de l'illusion. C'est une conférence spéciale, donc si cela vous intéresse, vous pouvez vous y inscrire en cliquant sur le troisième lien juste en dessous de ce podcast. Donc, la Tartaria, qui est notre thème du jour, c'est quelque chose dont on a déjà parlé. C'est un sujet aussi sur lequel j'ai fait 3 cours et c'est un sujet qui est
vraiment passionnant parce que plus on étudie le sujet, plus on se rend compte que la Tartaria, ou ce que l'on peut appeler Atlantide, Lémurie, peu importe, c'était une civilisation globale que l'on retrouve sur les 5 continents. Donc, il y a des traces de cette civilisation globale au niveau du continent américain, notamment par exemple certains canyons, selon la chercheuse Michelle Gibson, seraient justement des constructions artificielles. Quand on regarde même les cathédrales américaines, elles n'ont rien à envier aux cathédrales européennes. Euh, Regardez par exemple les cathédrales des grandes villes de Mexico, de Buenos Aires et tout ça. C'est des cathédrales qui sont dans un style absolument fabuleux, comme les cathédrales européennes. Après, les gens vont dire que c'est des colons européens qui ont construit ça et tout, mais des cathédrales, il faut vraiment une connaissance des ondes de forme, une connaissance de l'architecture, et il faut toute une logistique que n'avaient pas les colons européens. Euh, donc on voit bien qu'il y avait, qu'il y avait quelque chose, une société, une civilisation globale. En Australie et en Argentine, on retrouve des immeubles haussmanniens, exactement comme à Paris. De même, la construction du métro parisien, donc la première ligne du métro parisien, a mis un petit peu plus d'un an à être construite. Et selon un ingénieur avec qui j'ai parlé, quelqu'un qui est spécialisé dans les constructions, certes, c'était construit par des systèmes de tranchées, selon la version officielle, mais c'était absolument impossible de construire ça en un an. Regardez par exemple des bâtiments comme la Tour Eiffel et tout, on voit bien que c'est quelque chose, que ce sont des choses qui vont bien au-delà de la version officielle. Les ponts attribués à Gustave Eiffel, on les retrouve absolument partout en Europe, en France, au Portugal, en Allemagne, en Angleterre aussi, si ma mémoire est bonne, et c'était tout simplement impossible. Donc on voit bien que tout cela, ce sont des choses qui sont héritées d'une civilisation globale beaucoup, beaucoup plus ancienne. Cette civilisation globale, elle a été mise sous le boisseau. Par exemple, euh, l'époque du Moyen Âge, qui était l'âge d'or des cathédrales gothiques qui sont emblématiques de cette civilisation parallèle, les Anglais appellent ça The Dark Ages, l'âge obscur. Dans la langue française, c'est le Moyen Âge. Donc, moyen pour dévaluer ça, Dark Ages, l'âge obscur. Or, c'était tout sauf obscur. Même les historiens mainstream, ils le disent que les constructions, il y avait énormément de connaissances par rapport aux constructions. Il y avait un raffinement, il y avait un énorme raffinement et tout, donc c'était tout sauf un âge obscur. Par exemple, même aller voir la cathédrale de Vézelay en Bourgogne, la basilique, l'abbaye de Vézelay, pour bien comprendre ça. C'est un truc absolument énorme. Regardez même la cathédrale Notre-Dame de Paris, la cathédrale de Chartres. On voit bien qu'il y a tout un savoir-faire. On voit bien que les versions officielles des constructions ne tiennent même pas la route. Donc ça, c'est évident. De l'autre côté de la Terre, donc en Asie, regardez la beauté des pagodes que l'on retrouve dans les pays asiatiques, ou encore la basilique Sainte-Sophie, devenue la mosquée d'Istanbul. C'est des constructions qui sont absolument, ou la cathédrale Sainte-Basile en Russie, c'est des constructions absolument fabuleuses. Et les versions officielles ne tiennent tout simplement pas la route. D'ailleurs, un historien russe, Anatoly Fomenko, a comparé les dates des événements avec les phénomènes
astronomique et il s'est rendu compte que beaucoup d'événements décrits par l'histoire ne correspondaient pas, ne correspondaient pas avec la date, que en fait la chronologie avait été interférée de plusieurs centaines d'années. Certains disent un millénaire. Par exemple, il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de parler à une archéologue qui menait des fouilles en Afrique du Nord, et elle explique qu'entre l'an 500 et 1500, donc, il y a une couche sédimentaire où il n'y a absolument rien. Euh, de même, le travail de personnes comme Roxoker et tout montre que certaines constructions, comme les pyramides, sont beaucoup plus récentes qu'on ne le dit. En tout cas, quoi qu'il en soit, la chronologie a été complètement. Oui, par exemple, au Moyen Âge, il y avait aussi beaucoup de légendes de dragons qui circulaient. Or, ce sont des légendes que l'on retrouve dans tous les pays du monde. Et il y a des chercheurs comme Richard Freeman, par exemple, qui ont creusé les mythes de dragons et qui se sont rendus compte que leurs descriptions correspondaient à des descriptions de dinosaures. Et effectivement, dans le monde entier, il y a des apparitions de dinosaures, des ptérodactyles aux États-Unis, le Mokele Mbembe, par exemple, en Afrique centrale, en Australie, le Burundjur. Il y a eu des enquêtes qui ont été menées par des cryptozoologues, notamment le français Michel Ballot ou l'Australien Rex Gilroy et sa femme Heather. Et donc ils ont montré qu'il y a cette présence qu'il y a cette présence de ces animaux inconnus qui correspondaient à ce qu'on peut appeler des dragons au Moyen Âge et qui continuent à être vus. Et qu'en fait, ils correspondent à des dinosaures qui sont encore parmi nous. Donc on voit même que il y a il y a toute une manipulation, même par rapport aux, aux espèces et tout. On voit bien que certaines créatures considérées comme éteintes depuis des millions d'années sont vraiment bien présentes et qu'elles étaient décrites dans les livres du Moyen Âge, dans les livres de la Tartaria. Ça, c'est extrêmement important à comprendre. De même, l'emblème de la Tartaria s'est connecté au griffon. Le griffon, c'est une chimère qui ressemble au sphinx mi-lion, mi-oiseau, euh, mi-dragon. Donc on voit bien qu'à l'époque de la Tartaria, à l'époque de cette civilisation globale, il y avait des constructions de chimères. Il y a du reste dans certains châteaux d'Île-de-France et dans d'autres châteaux, des statues extrêmement anciennes qui montrent ce genre de chimère. Et les anciens, quand ils faisaient des statues, ils représentaient le réel. Donc on voit bien qu'il y avait une technologie, il y avait une technologie aussi qui était employée à cette époque, que l'on commence juste à redécouvrir maintenant, notamment des technologies de manipulation génétique, des technologies aussi connectées à l'énergie libre, des technologies connectées justement au voyage dans le temps, connectées aussi au transhumanisme et tout. Par exemple, les alchimistes donc de la Renaissance, de la fin du Moyen Âge, parlaient de ce qu'on peut appeler des homonculus, des golems. Et pour moi, les homonculus, les golems, c'était la création de robots, d'humains génétiquement modifiés, de chimères. Donc toutes ces technologies existaient à l'époque de la Tartaria. C'est assez évident. Les alchimistes qui étaient connectés
à des sociétés secrètes. Euh, les bâtiments tartariens étaient connectés aussi au recueil d'énergie libre. Par exemple, quand on voit les kiosques, quand on voit même les kiosques au-dessus de les kiosques de l'époque de la Tartaria, les clochers, les girouettes, les historiens de la Tartaria expliquent que c'était des systèmes pour recueillir l'énergie libre. Et ça c'est extrêmement clair. Il y a même des photos qui montrent, qui montrent que ces bâtiments recueillent encore les énergies libres. Il y a eu des films qui ont été faits en Pologne et tout ça qui montrent ça. Et ça va extrêmement loin. En tout cas, il y avait une connaissance par rapport aux énergies libres. Et quand on regarde un petit peu, on se rend compte que même les histoires, les histoires par exemple par rapport aux paratonnerres et tout, toute une histoire que ça aurait été inventé par Benjamin Franklin et tout, même ça, c'est fait très probablement pour cacher le fait que toutes ces spirales, que toutes ces constructions métalliques étaient connectées au recueil de l'énergie libre dans l'atmosphère. Euh, en d'autres termes, était connectée, euh, la Tartaria était une société qui fonctionnait sur l'énergie libre. Cette société aussi fonctionnait sur les ondes de forme et la réinformation de l'eau. Les historiens spécialistes de la Tartaria expliquent que les grandes cathédrales tartariennes ne possédaient à une époque pas de vitraux. Et en fait, c'était des lieux où les gens allaient se réénergétiser par le biais des ondes de forme, par le biais aussi des orgues, par le biais de la musique. L'orgue, en anglais, c'est the organ, qui veut dire les organes. Et les orgues étaient utilisés pour régénérer les organes. Beaucoup de constructions tartariennes, que ce soit la cathédrale Notre-Dame de Paris, la cathédrale de Westminster et beaucoup d'autres, sont construites à proximité de l'eau parce qu'à l'époque de la Tartaria, il y avait tout un système de, il y avait tout un système de réinformation de l'eau. L'eau était réinformée pour soigner, pour le soin, pour le bien-être. Même les jardins des châteaux tartariens, comme les châteaux de la Loire, le château de Versailles aussi, étaient construits selon une certaine onde de forme. Et il y a des spécialistes qui ont un petit peu creusé et qui se sont rendus compte que les châteaux à la base n'étaient pas des lieux de pouvoir, mais c'était des fermes où des végétaux, des plantes poussaient par le biais de la réinformation de l'eau, par le biais des ondes de forme. Donc, euh, donc tout à l'époque de la Tartaria était basé sur les énergies libres, les ondes de forme, la mémoire de l'eau. Et il y avait aussi une espérance de vie qui était beaucoup plus grande. Par exemple, par exemple, la Bible parle de personnes qui atteignaient 700-800 ans. Euh, donc, donc ça, il y avait une espérance de vie qui était beaucoup plus grande. Et, et cette civilisation globale, elle a duré extrêmement longtemps. Ça c'est évident. C'est quelque chose qui a duré très longtemps. Très probablement plusieurs milliers d'années. On le voit par exemple avec les constructions comme Baalbek au Liban, euh, les temples, les temples grecs, ça ressemble complètement à des constructions comme,
le Panthéon en France, la cathédrale Saint-Paul en Grande-Bretagne. Donc on voit bien qu'il y avait cette civilisation globale qui construisait le même genre de construction un petit peu partout dans le monde. Et les constructions, du reste, variaient avec les époques. Et toutes ces constructions avaient comme but de recueillir l'énergie libre, de générer certaines ondes de forme qui étaient utilisées pour le soin essentiellement. Euh, et tout cela explique que l'espérance de vie était beaucoup, beaucoup plus grande à cette époque. Donc, le temps à l'époque de la Tartaria passait aussi différemment, parce que le temps, c'est un paramètre de la matrice, et le temps peut être reprogrammé par les entités non humaines. Donc, attention, je ne dis pas que la Tartaria était un âge d'or, c'était un faux âge d'or, puisque la Tartaria, comme je l'ai indiqué dans, dans les cours sur la Tartaria et dans différents podcasts, c'était connecté à la matrice, c'était un faux âge d'or mis en place pour leurrer les âmes à consentir à la matrice, mais la Tartaria, même un faux âge d'or, c'est quelque chose qui était beaucoup, beaucoup mieux que maintenant. Et, et donc, ça c'est clair. Il y avait des énergies libres, il y avait un soin par les ondes de forme, un soin par la musique et tout. Et il y avait une coexistence entre Homo sapiens sapiens, géants, et petit peuple. Regardez par exemple les portes des différentes cathédrales, elles sont extrêmement grandes. Euh, quand, on quand on regarde aussi euh, donc certaines pyramides, notamment en Amérique latine, mais pas seulement, il y a des toutes petites entrées où un homme est obligé de s'accroupir et de marcher à quatre pattes pour entrer. Pourtant, elles donnent sur d'énormes galeries. Donc, c'est clair que ces pyramides n'étaient pas construites par des Homo sapiens sapiens. Elles étaient construites par une humanité parallèle de petite taille. Et le travail de Suzanne Martinez a montré que de nombreuses connaissances ont été données à l'humanité par cette humanité parallèle de petite taille, notamment des connaissances qui sont connectées au chant, des connaissances qui sont connectées aussi à la musique. La musique, selon les recherches de Suzanne Martinez, venait de cette humanité parallèle de petite taille. Par exemple, les chamans qui soignaient par le chant disaient que leur chant venait de cette humanité parallèle de petite taille. Les Celtes parlaient des fées, de la ronde des fées, de la musique des fées. Et les fées, c'est un phénomène donc qui est de deux types. Certaines fées sont des entités sans âme qui se font passer pour une humanité parallèle de petite taille pour manipuler. D'autres fées correspondent à une humanité parallèle de, de petite taille. Et donc il y avait une coexistence entre humains, Homo sapiens sapiens, et humanité de petite taille. Et du reste, il y a deux chercheurs américains, un chercheur anglais, Hugh Newman, et un chercheur américain, Jim Vieira, qui ont montré que partout dans le monde, il y a eu des découvertes d'ossements de géants, notamment en Amérique du Nord, mais aussi en Europe. Donc des géants de 4, 5, 6 mètres de haut. Et donc il y avait, et tout laisse à penser que ces géants coexistaient avec l'Homo sapiens sapiens. D'ailleurs, il y a encore des témoignages d'apparitions de géants euh, et d'humains d'humanité parallèle de grande taille, donc 2,50 m, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres, notamment par exemple en Californie. Il y a le chercheur Jeff Nadolny qui explique comment il a reçu des témoignages de militaires qui faisaient des opérations pour rechercher certains géants
qui avait été aperçu par des randonneurs et qui était à l'origine de la disparition de certains randonneurs. Il y a le géant de Kandahar, il y a aussi des apparitions de géants au Brésil et au Canada. Donc les géants existent encore. Le chercheur Claudio Nocelli, un chercheur argentin, il explique que lui-même a été contacté par des géants qui vivent dans les galeries de la Terre intérieure et qui sont connectés à la Tartaria. Donc à l'époque de ce faux âge d'or, il y avait une coexistence entre Homo sapiens sapiens, humanité de petite taille, et des géants. Et à un moment donné, donc, et ça, on le retrouve dans des légendes américaines et amérindiennes qui sont plus que des légendes, le prédateur est apparu. Et le prédateur est apparu euh, et était associé à des pluies noires et à des phénomènes plasmatiques. Et le prédateur était, était associé à tout ça. Et le prédateur a été envoyé par les entités sans âme pour mettre fin au faux âge d'or. Parce qu'une fois qu'un faux âge d'or a servi pour leurrer, ça ne donne pas suffisamment de louche. Donc, les entités et les anges déchus qui tirent les ficelles derrière la matrice y mettent un terme. Donc, pour mettre un terme au faux âge d'or, ces entités ont envoyé le prédateur. Et le prédateur, selon les Amérindiens, notamment les Choctaws, aurait modifié tous les êtres vivants en agissant au niveau cellulaire et aurait entraîné la prédation, puisqu'avant, il n'y avait pas de prédation entre les êtres vivants. Et ça, on le retrouve dans les mythes qui sont plus que des mythes, notamment l'histoire de la Genèse, le Jardin de l'Éden et tout, où il n'y avait absolument pas de prédation. Et ce prédateur, donc selon les Indiens Choctaw, aurait modifié tous les êtres vivants, fait apparaître la prédation. Chez les humains, ce prédateur aurait renforcé le subconscient, et le subconscient qui est connecté aux pensées intrusives qui sont liées aux entités sans âme qui imitent nos pensées. Donc en renforçant le subconscient par manipulation génétique, le prédateur a augmenté les pensées intrusives en modifiant l'ADN humain et l'ADN du vivant. Le prédateur a diminué l'espérance de vie et augmenté la puissance du subconscient et fait apparaître la prédation. Et cette notion de prédateur, on le retrouve aussi chez les Indiens Cris d'Amérique du Nord qui parlent justement du Vético. Carlos Castaneda parle aussi du prédateur. Des gens comme Emmanuel Swedenborg et d'autres penseurs euh, étaient déjà au courant de l'arrivée du prédateur. Et pour diverses raisons que je n'expliquerai pas ici, j'ai situé l'arrivée du prédateur autour de 1350. Qui dit 1350 dit la fin du Moyen Âge, notamment la fin de l'ère des cathédrales gothiques 1350-1400, la fin aussi de la période chaude du Moyen Âge, puisque à l'époque déjà la Tartaria, qui est en fait la même chose que l'Atlantide et la Lémurie, beaucoup de peuples dans le monde entier parlent d'un âge d'or où le climat était beaucoup plus chaud que maintenant, où sur toute la Terre, il y avait un climat subtropical. Et effectivement, il y a des preuves archéologiques qu'au Moyen Âge, il faisait beaucoup plus chaud que maintenant. Dans le nord de l'Angleterre, il y a des rues qui s'appellent la rue de la Vigne et tout, même en Écosse. Pourquoi? Parce qu'il y avait des vignes qui poussaient jusqu'en Écosse. Et ça c'est quelque chose qui est historiquement avéré. Donc la température était beaucoup, beaucoup plus chaude que maintenant. Donc il y avait un climat subtropical beaucoup plus propice
à la végétation, à la végétation et tout. Et euh, à un moment donné, il y a eu cette fin de la période chaude du Moyen Âge, à peu près vers la fin vers la fin, vers le début vers la fin du XIVe siècle, pardon. Et le XIVe siècle, ça correspond aussi à à la peste noire, qui pour moi est connectée pour diverses raisons aux prédateurs. Ça correspond donc à la mise en place progressive de la Renaissance. Et la Renaissance, contrairement à ce qui se dit dans le mainstream, ce n'était pas une évolution par rapport au Moyen Âge, mais une dévolution, puisqu'on est dans un système d'inversion. Et d'ailleurs, on ne pourrait pas penser que même l'Antiquité ne correspondait pas en fait à la Renaissance, puisque toute la chronologie a été interférée. Ce qui explique que, par exemple, quand on voit une statue grecque, une statue romaine et une statue de la Renaissance, c'est quasiment indistinguable. En tout cas, même les statues de la Renaissance, notamment par exemple le David de Michel-Ange et tout, c'est d'une perfection telle que on voit bien que c'est impossible que ça ait été sculpté avec les outils rudimentaires de l'époque. J'ai parlé à quelqu'un qui sculpte le marbre, et cette personne qui sculpte le marbre m'a expliqué que c'est la chose la plus difficile à sculpter. Et voilà, il y avait un autre type de technologie pour sculpter de telles merveilles. Donc tout ça, ça montre bien qu'il y avait cette civilisation parallèle. Alors, je, euh, ce que je voulais dire, c'est que cette civilisation était globale. Elle n'était pas particulièrement connectée à la Russie, elle était même plutôt connectée à l'Amérique du Nord, bien qu'elle était aussi présente en Russie, en Asie, en Afrique, en Europe, elle était présente partout. Simplement, c'est Anatoly Fomenko, ce chercheur russe, qui a découvert que la chronologie a été interférée, d'où le nom de Tartaria, qui correspond à une région de Russie. Mais il faudrait dire société globale, civilisation globale, parce que c'était quelque chose qui était absolument partout. Donc, euh, donc avec l'arrivée du prédateur, il y a eu la mise en place, donc le renforcement du subconscient. Le subconscient est devenu beaucoup plus perméable aux influences des entités qui contrôlaient déjà la Tartaria. C'est un faux âge d'or, je vous le rappelle. Donc il y a eu de plus en plus de pensées intrusives qui ont entraîné des disputes, les disputes qui ont entraîné des conflits, les conflits qui ont entraîné des guerres. Et en fait, le prédateur et des entités non humaines, par modification génétique, ont mis en place les rois et les empereurs de la Tartaria, qui étaient les lignées sataniques, qui ont joué le rôle de faux sauveurs externes. Les gens se battaient entre eux, donc les gens ont fait appel à un faux sauveur externe, et le faux sauveur externe, c'était ces lignées qui sont devenus les rois et les empereurs de la Tartaria. Donc les rois européens, les empereurs asiatiques, les pharaons égyptiens et tout ça, ça correspond à lignées, toutes ces lignées sataniques qui ont été mises en place par le prédateur pour jouer le rôle de faux sauveur externe. Et que ce soit les empereurs chinois et japonais, les rois, les souverains européens ou les pharaons égyptiens, ils disaient, ou les empereurs incas et aztèques, ils disaient tous descendre des dieux. Pourquoi? Parce que le prédateur avait conçu ces lignées sataniques pour qu'elles aient une physiologie différente de la nôtre. Et il y a un chercheur indien, Kurup Kurup, qui a enquêté sur ça et il s'est rendu compte que leur physiologie était beaucoup plus proche de celle des reptiliens que des Homo sapiens sapiens et que l'ADN de ces lignées était aussi connecté à l'ADN néandertalien.
D'où le caractère prédateur de ces lignées. Parce qu'il regardez les empereurs aztèques, par exemple, qui pratiquaient le sacrifice humain, regardez la brutalité des rois européens, pensez à Henri VIII, Élisabeth Ier, les pharaons égyptiens aussi étaient cannibales et tout ça, pareil en Orient, la brutalité de tout ça, donc on voit bien que leur comportement n'était pas un comportement humain normal. Et ça c'est parce que ces lignées ont été conçues par le prédateur qui agit au niveau cellulaire, qui les a génétiquement modifiées pour jouer le rôle de faux sauveurs externes. Donc en gros, ces lignées avaient un aspect humain, mais une physiologie différente de la physiologie humaine. C'est ce qui explique que ces lignées se reproduisaient entre elles, d'où la consanguinité parmi les empereurs et tout. Donc, ces, ces lignées ont mis en place un système de régence de l'humanité par la peur via le satanisme. Et ces lignées qui aujourd'hui sont devenues ce qu'on peut appeler les lignées sataniques, les lignées, les, c'est les grandes lignées de de la noblesse, de la finance et tout ça, euh, qui sont extrêmement connues et dans le monde entier. Ces lignées descendent de ces lignées sataniques tartariennes et elles continuent de pratiquer le satanisme. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important à comprendre. Et pour faire, pour faire simple, ces lignées se reproduisent entre elles, mais parfois elles font appel à du sang neuf pour ne pas tomber complètement dans la consanguinité. Et là, il y a le témoignage d'Amber Age qui était lié à une de ces lignées. Elle explique donc comment ces lignées continuent de fonctionner aujourd'hui. Il y a le témoignage aussi du prince Nicolas il y a le témoignage du prince Nicolas de Ver qui parle de toutes ces lignées qui descendent des rois et des empereurs de la Tartaria. Et ces lignées ont infiltré toute la société, à tel point qu'elles représentent à peu près 10% de la population mondiale, selon le témoignage de Jay Parker, proviennent de ces lignées sataniques qui étaient les rois et les empereurs de la Tartaria. Et ça, quel que soit le pays, quel que soit le continent, c'est à peu près la même chose. Et Jay Parker, il explique ça, puisqu'il a survécu à une sélignée satanique, et il explique comment ses parents lui disaient que qu'il descendait des Atlantes, qu'il avait une physiologie différente des autres humains, et c'est pour ça qu'il pouvait diriger l'humanité. De même, le prince Nicolas de Ver, dans son livre The Dragon Legacy, l'héritage du dragon, il parle, il parle littéralement de tout ça. Et c'est par des MyLabs, par des enfants illégitimes que ces lignées ont essaimé un peu partout. Pensez aux bâtards des rois. Par exemple, des empereurs. Il y avait un empereur chinois qui avait eu plus de 2000 descendants, Louis XIV, Charles II d'Angleterre étaient très connus pour leurs bâtards. Et ensuite, ces bâtards ont essaimé un petit peu ont essaimé dans la société et ça a donné. Et c'est par ce système, par aussi des abductions, qu'il y a eu, qu'il y a eu tout ça. Donc pourquoi je parle de ça? Parce qu'à l'époque de la Tartaria, le prédateur est arrivé. Il y a eu la mise en place des lignées sataniques. Ces lignées sataniques ont joué le rôle de faux sauveurs externes et ont régenté l'humanité par la peur en leur imposant le satanisme. Ces lignées sataniques euh, étaient donc il y avait une face
exotérique et une face ésotérique, et la face ésotérique de ces lignées sataniques, qui avaient le vrai pouvoir, était en contact avec des entités sans âme, mais aussi avec des humanités parallèles. Par exemple, pour la reine Élisabeth Ier d'Angleterre, elle, c'était la face exotérique de ces lignées, mais la face ésotérique de ces lignées, de la lignée Tudor, c'était John Dee, qui était l'astrologue de la reine, qui était en contact avec des entités non humaines, qui était un alchimiste, qui avait mis au point des systèmes pour ouvrir des portes dimensionnelles, notamment le miroir à obsidienne noire, et qui avait des connaissances, et qui avait énormément de connaissances par rapport à l'IA, et qui était en contact avec des entités non humaines. Donc, lui, c'était la face ésotérique des lignées sataniques. La reine Élisabeth Ier, c'était la face exotérique. Donc, c'était elle qui était la vitrine, qui était censée être la souveraine la plus puissante d'Europe, mais le vrai pouvoir s'était tenu par, était tenu par John Dee. Et c'était partout. Donc la face ésotérique de ces lignées, c'est la face qui tient le vrai pouvoir. Et ça continue à l'heure actuelle. Donc toutes ces lignées sataniques ont mis en place un système de société secrète, ou plus exactement, elles ont utilisé un système de société secrète qui s'était déjà mis en place à l'époque de la Tartaria et qui infiltrait le système politique avant l'apogée de la Tartaria. Le système politique était déjà infiltré, donc on voit bien que c'est un faux âge d'or. Mais à partir de l'arrivée des lignées sataniques, les sociétés secrètes ont été réorganisées, non pas pour infiltrer la politique, mais pour devenir le pouvoir politique. Et ça continue comme ça à l'heure actuelle. Et ces sociétés secrètes ont commencé à enlever la connaissance euh, aux masses à l'époque de la Tartaria. Toutes les connaissances par rapport à l'énergie libre, par rapport à la nature de la réalité, par rapport aux ondes de forme, par rapport au temps, par rapport même à la nature de l'humain, aux manipulations génétiques, tout ça a été retiré aux masses progressivement, et ces technologies ont été utilisées par les sociétés secrètes, non pas pour aider les masses, mais pour régenter les masses. Et les sociétés secrètes étaient les instruments des lignées, des lignées sataniques. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre. Donc, donc on voit bien que il y a eu donc on voit bien que toutes ces connaissances de la Tartaria ont été retirées progressivement aux masses. Et c'est là, et c'est là où on voit que la Tartaria a commencé à dévoluer. Et quand on regarde un petit peu l'architecture, on se rend compte que l'architecture commence à changer. Par exemple, on peut pas l'église Saint-Sulpice, elle est très belle, très massive, très imposante. On voit bien qu'elle est construite selon des technologies qu'on ne maîtrise pas à l'heure actuelle, mais elle est très différente de, mais elle est très différente de la cathédrale Notre-Dame de Paris ou des cathédrales gothiques. Pourquoi? Parce que déjà, il y a eu un changement de style, il y a eu des technologies qui ont été retirées aux masses et tout à l'époque, à l'époque de la Tartaria. Et les lignées, les lignées sataniques et les sociétés secrètes dès l'époque de la Tartaria ont commencé à imposer le satanisme aux masses en, en donnant des versions édulcorées. Et les versions édulcorées, ça correspond aux religions, qui portent donc des éléments réels. Dans la religion chrétienne, le message du Christ, c'est réel, c'est authentique, aimez-vous les uns les autres. Il n'y a rien de plus beau. Mais ce message a été ensuite a été trafiqué, modifié pour coller
au culte satanique. La vie du Christ a même été modifiée pour coller au culte solaire, au culte de Saturne, qui est connecté aux entités, qui est connecté aux entités sans âme et à la matrice même. Donc le message du Christ a été changé pour coller au culte satanique et la religion est ainsi née pour imposer des versions édulcorées du satanisme aux masses. Ensuite, les différentes religions qui mélangent des faits authentiques et des éléments du culte satanique, du culte des entités sans âme, ont été mises au point par les sociétés secrètes et, en, et ensuite ont été imposées aux masses par des apparitions religieuses comme les apparitions mariales, qui sont en fait, pour une grande partie, pas pour toutes, mais pour une grande partie, connectées à des entités sans âme qui modifient leur apparence pour générer des systèmes de croyances. Et ça, c'est connecté à de l'apparition de la Salette dont on a parlé. C'est exactement ça. Donc, il y a eu des systèmes de croyances qui ont été mis en place par les lignées sataniques et les entités sans âme et les anges déchus qui tirent les ficelles derrière tout ça pour justement remplacer la spiritualité tartarienne. Et, et pour que ça soit remplacé, il y a eu des nouveaux systèmes de croyances qui ont été mis en place. Et ces systèmes de croyances ont été mis en place par les entités sans âme qui sont capables de modifier leur apparence pour prendre l'aspect de personnages religieux et tout. Donc, une grande partie des religions traditionnelles ont été mises en place par les entités sans âme, les sociétés secrètes et les lignées sataniques, et elles sont dues, alors les grands phénomènes religieux sont authentiques, mais sont dus à des entités sans âme qui modifient leur apparence pour se faire passer pour des personnages religieux. Par exemple, dans la Bible et le Coran, il y a beaucoup d'apparitions d'anges. Ces apparitions sont authentiques. Simplement, ce ne sont pas des apparitions d'anges. Pour moi, ce sont des apparitions d'entités sans âme, de djinns et d'entités plasmatiques qui se font passer pour des anges. Et ensuite, tout cela est poussé par les sociétés secrètes, par les lignées sataniques pour renforcer les systèmes de croyance. Donc, à partir du moment où le prédateur est arrivé, les systèmes de croyance ont commencé à être modifiés. Et ça s'est traduit par l'apparition des, des religions actuelles, qui sont un mélange de faits réels et de manipulation d'entités sans âme, et qui sont beaucoup plus récentes qu'on ne le dit. Pourquoi les systèmes de croyance ont été modifiés? Pour vampiriser un maximum de louches et surtout d'énergie de dévotion. Parce que l'énergie de dévotion nourrit les entités sans âme et les anges déchus. C'est même un nectar pour les anges déchus, qui sont justement les constructeurs de la matrice. Donc on voit bien que avant l'apogée de la Tartaria, donc il y a toute cette ce faux âge d'or qui est construit sur les énergies libres, sur les ondes de forme, sur le soin par la mémoire de l'eau, sur la musique et tout. À partir de l'arrivée du prédateur, il y a la mise en place des rois et des empereurs de Tartaria qui, justement, euh, renforcent le système de société secrète pour cacher les connaissances aux masses. Ces rois et ces empereurs de la Tartaria, qui sont en fait des laquais des entités sans âme et des anges déchus, imposent le satanisme aux masses en trafiquant des messages comme le message du Christ. Des systèmes de croyances nouveaux sont créés, sont mis en place par des entités sans âme qui se font passer pour des anges, qui se font passer pour des personnages religieux. Pourquoi? Parce que justement, quand il y a quand il y a des périodes de reset, et quand il y a des périodes de reset, il y a des nouveaux systèmes de croyances qui se mettent en place. Et,
à la fin de la Tartaria, au bout d'un certain temps, au bout d'un certain temps, il y a eu un reset. Un reset qui était du reste programmé dans la matrice. Et ce reset, c'est le remplacement de la timeline Tartaria par la timeline actuelle. Et ce reset, on peut à peu près le dater. On peut le dater autour de 1840 à 1860, puisque c'est ce que John Keel et Charles Fort appelaient la décennie magique. C'est un, c'est en fait entre 1840 et 1850, même 1840 et 1860, c'est une décennie où il y a énormément de phénomènes de poltergeist, d'apparitions mariales pour renforcer le nouveau système de croyance mis en place par les entités sans âme. C'est une décennie ou 2 décennies où il y a beaucoup d'apparitions d'ovnis qui sont liées aux entités sans âme. Pourquoi? Parce que quand une timeline est remplacée par une autre, la barrière entre les dimensions est beaucoup plus poreuse. Donc il y a de nombreuses entités qui se manifestent. Donc ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important à comprendre. Donc la Tartaria, c'est un faux âge d'or qui a été mis en place pour leurrer les âmes à consentir à la fausse création. Ensuite, euh, par le biais du prédateur, il y a progressivement le faux âge d'or qui s'arrête. Et à un moment donné, quand l'humanité est, quand l'humanité donc est leurrée par les pensées intrusives, a créé un canevas de réalité pour que la timeline soit modifiée, la timeline est modifiée et la timeline Tartaria est remplacée par la timeline actuelle. Quand on creuse encore un petit peu plus, on se rend compte que tout cela, c'est un programme qui s'est mis en place. Et quand il y a eu le reset entre la Tartaria, la timeline Tartaria et notre timeline, euh, c'est une modification totale de la réalité. Autrement dit, une personne qui était par exemple, une personne par exemple qui était à l'époque de la Tartaria, on va dire un constructeur de château, quand il y a le reset, se retrouve d'une seconde à l'autre dans une vie totalement différente et son subconscient est reprogrammé pour qu'il ne se rappelle de rien. Un reset, c'est ça. C'est une modification totale de la réalité et une reprogrammation du subconscient. Beaucoup de personnes ont eu le subconscient reprogrammé et ne se rappelaient de rien. Certaines personnes, la reprogrammation du subconscient n'a pas marché parce que la conscience était plus forte. Et donc, ces personnes ont été enfermées littéralement dans des institutions, d'où dans la littérature victorienne, les nombreuses références aux asiles de fous et tout ça, qui étaient parfois dans des bâtiments énormes, dans des anciens bâtiments tartariens. Et ça, c'est très bien décrit par Dickens, par des gens comme Zola, même à son niveau Hector Malot, et c'est dans l'histoire mainstream. Pourquoi ces asiles de fous? Pour reprogrammer les personnes dont le subconscient n'avait pas été reprogrammé lors du reset entre la Tartaria et maintenant. Autrement dit, pour reprogrammer les personnes qui avaient encore des souvenirs de la timeline Tartaria. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc quand il y a un reset, le reset se met en place progressivement et il y a une modification des systèmes de croyances. Donc ça, c'est connecté à des apparitions d'entités sans âme, c'est connecté aux sociétés secrètes et tout. Par exemple, les religions actuelles ont été mises en place lors de la chute de la Tartaria et sont beaucoup plus récentes qu'on ne peut le penser. Elles sont liées à des faits authentiques, comme le message du Christ, mais mélangées à des éléments du culte satanique, du culte des entités sans âme, et à des manipulations d'entités sans âme qui se sont fait passer pour des anges et des personnages religieux. Donc, lors d'un reset qui correspond à une modification de timeline juste avant, il y a une modification des systèmes de croyance. La réalité est totalement
reprogrammé, le subconscient est totalement reprogrammé et les gens se retrouvent sans même le comprendre dans des réalités totalement différentes. Et à l'heure actuelle, il y a des micro-resets. Il y a par exemple euh, l'effet Mandela. Ça s'explique par des micro-resets. Il y a beaucoup de personnes qui ne se rappellent pas de la première présidence du Canard. Pourtant, elle a bien existé et tout, que, mais on voit bien que la réalité, qu'il y a des reprogrammations de la réalité. Simplement, certaines personnes, par le biais de leur conscience, se rappellent de la réalité d'avant. Donc, euh, donc ça, c'est extrêmement important. Quand il y a un grand reset, par contre, la réalité est totalement changée, l'histoire est totalement changée, reprogrammée. Pourquoi? Parce que on est dans une réalité qui fonctionne comme une simulation. Et les entités sans âme peuvent reprogrammer, modifier à volonté la simulation. Simplement, elles ont besoin qu'on crée les canevas pour qu'on puisse, pour qu'elles puissent projeter la simulation. C'est ce qui explique que avant le reset, il y a toute une sorte de programmation prédictive qui est mise en place pour que les gens s'habituent à cette notion de reset, pour que la réalité puisse être changée. Puisqu'on est des êtres créateurs, on crée des canevas de réalité sur lesquels les entités sans âme peuvent projeter leur réalité. Autrement dit, les entités sans âme nous leurrent à créer notre propre prison. Donc, à l'heure actuelle, on est dans une période de pré-reset et on n'est pas loin d'un reset, d'une reprogrammation totale de la réalité qui correspond à la mise en place des interunivers. Et juste avant le reset, il y a très souvent la réalité qui est modifiée, les constantes, les paramètres de la réalité qui sont modifiés. Or, dans cette simulation, dans cette matrice, les paramètres de la réalité, c'est le temps et les grandes constantes. Or, tout laisse à penser que le temps est probablement les constantes, mais en tout cas que le temps est en train d'être modifié, comme c'était le cas à l'époque de la Tartaria. Beaucoup de personnes disent qu'ils n'ont jamais le temps de rien faire. Aujourd'hui encore, j'ai parlé à une dame qui m'a expliqué qu'elle n'avait le temps de rien faire. Beaucoup de médiums et tout ça disent que les journées durent 16 heures. Et ça correspond littéralement à la modification de la réalité avant la mise en place du reset. Donc ça, c'est extrêmement important. Il y a aussi euh, énormément d'apparitions d'ovnis à l'heure actuelle, de phénomènes paranormaux qui sont connectés à ce début de changement de timeline. Donc la barrière entre les dimensions est plus poreuse. Ensuite, il y a aussi de plus en plus d'apparitions d'entités sans âme parce qu'elles sont en train de mettre en place des nouveaux systèmes de croyances. Et à l'heure actuelle, les religions traditionnelles qui ont été utilisées pour extraire le louche et comme système de croyance à la fin de la Tartaria et dans notre timeline actuelle sont progressivement en train d'être remplacées. Et elles sont remplacées par quoi? Par le New Age. Le New Age, c'est quoi? C'est connecté au culte satanique, au culte des anges déchus et au culte de la fausse lumière. C'est mis en place par les sociétés secrètes, la face ésotérique des sociétés secrètes, et par les lignées sataniques. Mais derrière le New Age, il y a les entités sans âme. Et c'est pareil, les entités sans âme sont en train de, de mettre en scène de nombreuses apparitions en modifiant leur apparence pour générer des nouveaux systèmes de croyances basés sur des faux sauveurs externes, comme avec les religions. Par exemple, il y a énormément de contacts avec des entités qui se font passer pour des galactiques. Ces contacts sont physiques et
des personnes qui contactent les galactiques sont amenées dans d'autres dimensions, mais les galactiques sont des entités sans âme qui se font passer pour des galactiques, pour manipuler les contactés, pour manipuler aussi les survivants du programme spatial secret, avec cette notion de faux sauveur externe. Donc ça, c'est extrêmement important. En ce moment, il y a des nouveaux systèmes de croyances qui sont basés sur des contacts physiques et télépathiques avec des entités sans âme, donc télépathiques par le biais de channeling, qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. C'est le même modus operandi qu'à la fin de la Tartaria, sauf qu'à l'heure actuelle, les entités sans âme se font plus passer pour des galactiques, des soi-disant frères de l'espace, des maîtres ascensionnés, pour manipuler les gens par le biais du programme du faux sauveur externe. Parallèlement à tout cela, il y a toute la révélation contrôlée dont on va parler vendredi, mais aussi les films, l'industrie du cinéma et tout, qui est en train de pousser cette notion de possible invasion extraterrestre, donc de possible chaos. Pourquoi cette notion de chaos est poussée et tout ça? Pour que les gens fassent appel à un faux sauveur externe, qui est d'ailleurs aussi poussé par les sociétés secrètes. Faux sauveur externe est aussi poussé par la culture populaire, par Hollywood et tout ça. Regardez le nombre de films qui ont cette notion ou d'invasion extraterrestre ou de faux sauveurs externes ces dernières années. Et tout ça, c'est pour reprogrammer notre subconscient pour justement nous habituer à ce nouveau système de croyances mis en place par les entités sans âme et pour nous faire créer un canevas de réalité compatible avec le programme des entités sans âme. Et le programme des entités sans âme, c'est justement la mise en place des interunivers sur Terre. Et la mise en place des interunivers sur Terre, ça passe par la mise en scène d'une perception de chaos, de chaos. Donc quand on regarde le cirque de l'actualité, on voit bien que tout est fait pour générer chez les gens une perception de chaos imminent. En même temps, le mainstream, mais aussi le New Age, la révélation officielle, la culture populaire, poussent de plus en plus le programme du faux sauveur externe. Donc, c'était le canard et le parfum. Euh, c'est de plus en plus l'IA, les galactiques et tout, et beaucoup d'affaires, par exemple, comme l'affaire E, qui implique donc des acteurs de la politique de tous bords, sont là pour discréditer la politique qui a fait aussi son temps en tant que système de contrôle et pour la remplacer par l'IA. Et c'est un des rôles du canard, c'est ça, discréditer la politique et pour la remplacer par l'IA, tout en annonçant l'IA comme un faux sauveur externe, parce que ça joue sur les deux tableaux. Donc, donc on voit bien que dans cette période qui ressemble à la période de fin de la Tartaria, il y a des nouveaux systèmes de croyances qui se mettent en place, notamment le New Age, les galactiques et tout, qui sont liés à des apparitions et à des contacts physiques avec des entités sans âme qui modifient leur apparence. Il y a il y a tout un chaos contrôlé qui est mis en place par les entités sans âme via les sociétés secrètes pour que les gens fassent appel à un faux sauveur externe. Et tout cela est en train de générer des nouveaux systèmes de croyances. Nouveaux systèmes de croyances qui seront ensuite les systèmes de croyances officiels, euh, qui seront les systèmes de croyances officiels si les interunivers se mettent en place, si on consent à ça, parce que on peut, par la conscience, justement, en prenant conscience de ça, en utilisant nos capacités créatrices, ne pas consentir à la mise en place des interunivers. Mais en tout cas, il y a des nouveaux systèmes de croyances qui sont en train d'être poussés.
par le biais de la culture populaire, par le biais du New Age qui est connecté aux sociétés secrètes, qui est lié à des apparitions et à des contacts télépathiques avec des entités sans âme, mais aussi par le biais de l'ufologie, de toute cette révélation contrôlée dont on va parler, il y a une mise en place de nouveaux systèmes de croyances. Et à terme, ces nouveaux systèmes de croyances seront basés sur la vénération de l'IA, sur la vénération des hybrides liés au programme d'abduction, sur la vénération des galactiques, sur la vénération aussi de la matrice, littéralement, et ça le New Age est en train de le faire par le concept de planète école et tout, mais surtout, à terme, ça sera la vénération des anges déchus, des constructeurs de la matrice. D'ailleurs, les anges déchus sont en train d'être banalisés. Regardez par exemple comment le New Age vend Lucifer, alors que Lucifer s'est connecté au sacrifice humain, c'est connecté à la mort, c'est connecté au culte de la mort. C'est un ange déchu euh, qui s'est connecté au satanisme, luciférianisme satanique, c'est blanc, bonnet blanc, c'est le culte des anges déchus. Mais Lucifer est présenté comme le gentil, alors que c'est tout sauf le gentil. Lucifer est lié au sacrifice humain, c'est lié aux anges déchus qui ont mis en place cette matrice qui a comme but de phagocyter les âmes, mais Lucifer est en train d'être banalisé par le New Age et tout ça. Lors de contacts avec des entités sans âme qui se font passer pour des galactiques, beaucoup de contactés euh, reçoivent une propagande d'Enki qui est présentée comme le faux sauveur externe. Or, Enki, c'est un ange déchu, comme Enlil, comme Lucifer. Et il y a d'ailleurs, à l'heure actuelle, une incarnation des anges déchus dans la matière. Cette incarnation des anges déchus dans la matière a commencé dans les années 40 avec les rituels menés par Crowley, Parsons et Hubbard, et tout ça c'est lié. Donc, tout ça c'est lié à Los Alamos et tout ça, il y a toute une connexion avec Los Alamos. Malachi Martin parle aussi de rituels qui ont eu lieu dans les années 60 pour incarner des anges déchus dans la matière. Julie Couvreur explique aussi que les systèmes d'IA sont faits pour faire rentrer des anges déchus dans la matière. Donc, il y a une incarnation à l'heure actuelle des anges déchus dans la matière. Et c'est les anges déchus qui s'incarnent dans la matière, plus les IA, qui, qui se feront passer pour des faux sauveurs externes et qui se feront passer pour des faux sauveurs externes et qui sont derrière les nouveaux systèmes de croyances qui sont en train d'être mis en place par les anges déchus, par les entités sans âme. Donc on voit que c'est le même modus operandi de la Tartaria. Une perception de chaos, euh, l'activation du programme du faux sauveur externe et l'activation de nouveaux systèmes de croyances connectés à des apparitions d'entités sans âme qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. Et beaucoup d'anges déchus à l'heure actuelle sont aussi en train de posséder les gens en masse. Comment? Par le biais de techniques de méditation tronquées qui sont transmises via le channeling et poussées par les sociétés secrètes. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup d'anges déchus qui sont en train de s'incarner dans la matière comme ça. Donc, et le but de tout ça, c'est de créer une perception de chaos pour ensuite pousser des faux sauveurs externes, l'IA, les hybrides, les galactiques, mais surtout pour pousser les anges déchus, qui se présenteront comme nos créateurs alors qu'ils n'ont rien créé du tout, si ce n'est que la matrice, qui ensuite nous
offriront d'une manière ou d'une autre des cadeaux pour que soi-disant on devienne des dieux, en réalité, ces cadeaux, ça sera des, ça sera je ne sais pas quoi, des nanotechnologies, peu importe, mais ça sera quelque chose qui, qui symboliquement sera un consentement à la fin de notre âme. Et les entités sans âme nous manipuleront en disant, en disant que par leur cadeau, on deviendra des dieux comme eux, parce qu'ils se présenteront comme nos créateurs, ce qui est absolument faux. Et ça sera un consentement ou à la perte de l'âme, ou à des pertes de fragments d'âme. Enfin, ça sera un consentement. Et après ça, il y aura la mise en place des interunivers. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que dans notre livre Les marionnettistes derrière le rideau, on parle du cas de Madame X. Madame X, donc, qui est Madame X, donc, qui est quelqu'un qui a vécu une expérience de 1 an dans une autre timeline, où il y avait déjà eu la mise en place des interunivers, et elle parle justement que dans cette timeline, les anges déchus étaient présentés comme des sauveurs externes. Elle explique aussi que l'IA, les anges déchus, étaient présentés comme des faux sauveurs externes. Et Madame X, elle parle de ça dans une autre timeline. Donc on voit bien, elle parle de ça quand elle a passé 1 an dans une autre timeline. Donc on voit bien que c'est le même modus operandi qu'à l'époque de la Tartaria. Des nouveaux systèmes de croyances mis en place par les entités sans âme et poussés par les sociétés secrètes pour leurrer les gens à consentir à un faux sauveur externe qui, d'une manière ou d'une autre, ensuite, leurrera les gens à consentir à la modification totale de la timeline. Et c'est ce qui ça s'est très très clairement passé entre la Tartaria et maintenant. Au, Entre la Tartaria et maintenant, il y a eu ce programme du faux sauveur externe, il y a eu ce faux sauveur externe d'une manière ou d'une autre qui a été mis en place. Et à la fin de la Tartaria, je suis persuadé que les personnes ont été leurrées à consentir à la mise en place de la nouvelle timeline. Donc on voit très 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 bien que c'est le même programme qui se répète de cycle en cycle de la fausse création. C'est normal parce que c'est une simulation. La seule solution face à ça, c'est de prendre conscience de tout ça, de la nature de la réalité. On est dans une réalité qui est manipulée par les anges déchus et les entités sans âme. Non seulement manipulée, mais qui a été construite par les anges déchus. Donc ça passe par l'information. Ça passe aussi par s'informer sur notre passé. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes modus operandi qui se répètent. Ensuite, pour transcender ça, il y a un seul moyen, c'est la conscience. Et ça passe par utiliser notre conscience au niveau individuel et collectif pour transcender le programme de la matrice. Et ça passe déjà par un travail sur soi pour distinguer les pensées qui viennent de l'extérieur, les pensées intrusives, les pensées qui viennent d'égrégore et les pensées qui viennent de nous, autrement dit, qui viennent de notre conscience. Et c'est aussi faire un travail sur nous pour combler les failles par lesquelles s'incrustent justement les pensées intrusives. Parce que les entités derrière les pensées intrusives profitent de la moindre faille pour manipuler par les pensées intrusives en imitant nos pensées. Donc ça passe par un travail sur soi pour soigner, combler les failles. Ça, c'est hyper important. Ensuite, et c'est le plus important, une fois qu'on est conscient, c'est se créer son propre bonheur dans le quotidien pour qu'individuellement et collectivement, on crée un canevas de réalité qui vibre au-delà de la réalité projetée par les entités sans âme et les anges déchus.
pour qu'on crée une réalité humaine, parce qu'on est fondamentalement des êtres créateurs. Et si on est conscient des manipulations, puisque toute cette manipulation passe par le subconscient, si on est conscient des manipulations des entités sans âme, on peut, on peut les atténuer, parce que toute la manipulation se fait par notre ignorance. Donc c'est hyper important d'être informé. Donc la solution, c'est vraiment l'information, savoir qui on est, savoir d'où on vient, connaître finalement le modus operandi des entités. Ensuite, c'est la conscience, se connaître soi-même, et c'est nos capacités créatrices pour transformer cette simulation en une vraie réalité humaine. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouveau podcast YouTube.